trafic en drogue, le monoxyde de carbone dans les écoles, le port de la ceinture de sécurité dans les autobus scolaires et en entrevue, Émilie Lefort pour le colloque sur l'Alzheimer. Bienvenue à la 3e édition du Bulletin de nouvelles de la salle de nouvelles. Un ex-policier s'est fait arrêter le 15 janvier dernier à Repentigny pour trafic de drogue. Lily Métaillé, Amélie Normand et Félix Lévesque se questionnent sur la sécurité du public en lien avec la police. Un rôle principal, protéger et servir. Est-ce vraiment le cas? Un ex-policier du nom de Carl Ranger avait 41 ans, donc 13 ans de service dans la police, avant de se faire arrêter le 15 janvier 2019 à Repentigny pour trafic de stupéfiants avec les Hells. Tout a commencé par la rencontre de la taupe par un échange de dossiers juridiques contre 6 000 $. De plus, le policier a avoué le 10 février dernier qu'il avait effectué une livraison de 10 000 comprimés de speed qui lui a rapporté 1 000 $ et une autre de 10 000 $ entre Lachenay et Boucherville, dont un minimum de 10 000 comprimés de méthamphétamine. Nous avons demandé l'avis de Jacinthe Cloutier au niveau juridique pour en apprendre davantage sur la sanction. De plus, nous avons aussi demandé au policier son point de vue par rapport à la situation. D'après le système judiciaire, est-ce que c'est juste de donner seulement 18 mois de prison à ce policier? Un critère, premièrement, quel type de trafic il a fait, quel type de drogue, le fait qu'il soit un policier. Donc, somme toute, on peut sembler que c'est assez léger. Mais pour les méthamphétamines, le trafic annexe 1, ça peut aller jusqu'à perpétuité. C'est plus facile pour une police d'accéder au crime organisé? Que versus un citoyen normal, oui. Risqué de faire des choses comme ça, parce qu'un policier sait encore plus c'est quoi les impacts s'il enfreint la loi. Oui. Personne n'est intéressé à faire ça, à moins qu'il y ait des raisons qu'on ne connaît pas. Tu sais, comme ce qui est arrivé à Repentigny, c'est des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a tout en dessous de ça. Est-ce que nous serons toujours en sécurité avec la police de nos jours, comme le cas de Carl? C'était Lily Métaillé Et Félix Lévesque, en direct de la salle des nouvelles, à l'école secondaire de la Montée. L'école primaire de Marguerite Bourgeois à Montréal, 43 élèves et 8 adultes ont été intoxiqués au monoxyde de carbone en raison des émanations du système de chauffage. Mathis Comine, Mathis Bray ainsi que Tommy Boulian se sont informés sur les conséquences que pourrait avoir une exposition de cette nature à l'école secondaire de la Montée. En effet, Jessica, le monoxyde de carbone est très dangereux pour la santé. Nous avons pu savoir comment détecter ce gaz incolore et inodore avec l'aide de Pierre Rousseau. Ici, il y a un détecteur de monoxyde de carbone. Il y a un genre de filtre à l'intérieur qui permet de détecter si la quantité de monoxyde augmente ou si ça demeure dans les normes standards. Pierre Rousseau va aussi nous indiquer comment cela peut nous avertir en cas de niveau trop élevé de monoxyde de carbone. Petit voyant vert qui nous permet de savoir que tout est sécuritaire. Et si à un moment donné, pour une raison quelconque, la quantité de monoxyde dans le local ou les locaux environnants augmente, la lumière rouge, le voyant rouge va s'allumer et une sirène va retentir pour nous aviser qu'il y a un problème avec la quantité de monoxyde de carbone présent dedans l'école. Ce gaz peut provoquer les symptômes suivants: la fatigue, des nausées, maux de tête, étourdissement ou évanouissement, vomissement. Pour conclure, nous espérons que ce problème ne se reproduira pas. C'était Mathis Comine, Tommy Boulian et Mathis Bray en direct de la salle des nouvelles. De nos jours, la sécurité prend une plus grande place à un tel point qu'aujourd'hui, skier avec un casque est presque devenu obligatoire et l'alcool au volant est traité un acte criminel. Alors, on peut se demander pourquoi il n'y a toujours pas de ceinture de sécurité dans les autobus scolaires. Vallière, Louis-Félix Côté et Daniel Junior Morin se sont informés sur le sujet. Le 21 janvier, à Montréal, le ministre des Transports, Marc Garneau, a discuté avec ses homologues des provinces sur la question suivante. Faut-il porter des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires? Gaétan Dionne, un chauffeur d'autobus scolaire pour la CSRS, nous a donné son opinion sur le port de la ceinture de sécurité dans celle-ci. Son opinion était positive, par contre, il y aurait certains problèmes de gestion. Nous avons donc interrogé Jacinthe Cloutier, professeur en droit à l'école secondaire de la Montée. Point de vue personnel, c'est sûr qu'on peut penser que c'est une bonne chose, que d'apporter le plus de sécurité possible, mais si on regarde l'historique des décisions et du fait qu'il n'y a pas de loi, il y a de bonnes raisons pour ne pas en avoir mis, je crois.
Selon certaines études, ça pourrait être plus dangereux d'avoir des ceintures de sécurité dans les autobus scolaires. Donc, la ceinture à 2 attaches pourrait causer, abdominale ici, pourrait causer plus de dommages. On représente les accidents de la route en 1995, puis on remarque que les autobus ont beaucoup moins d'accidents mortels et impliquant des blessés que toutes les autres sortes de véhicules, puis de plus, il n'y avait pas de ceinture de sécurité. Les chauffeurs protègent leurs passagers par la compartimentalisation, une technique qui comprend des sièges à haut dossier, des sièges à rembourrure dissipatrice d'énergie, des sièges rapprochés de façon à créer des compartiments et des sièges à ancrage robuste. Selon les travaux de recherche effectués, il y a plus de risques que l'enfant se blesse avec une ceinture abdominale parce que son torse serait projeté à l'avant et sa tête dans le banc. C'était Julien Vallière, Daniel Junior Morin et Louis-Félix Côté dans le cadre de la salle des nouvelles. Donald Trump exige la somme de 5,7 milliards de dollars américains pour la construction de son mur anti-migrants. Le Sénat américain refuse catégoriquement, prétextant que ce mur serait inefficace, immoral et surtout trop coûteux. On se rappellera que lors des élections de 2016, M. Trump avait promis de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il a alors profité de la venue potentielle d'une caravane venant du Honduras pour diffuser des messages sur Twitter, invoquant les risques pour la sécurité des Américains. Reste maintenant à voir si le président républicain va réussir à s'entendre avec les démocrates pour la construction de ce fameux mur et du même coup mettre fin au shutdown qui dure depuis déjà plusieurs semaines. Une jeune saoudienne, Rafah Mohammad, est arrivée au Canada après avoir fui son pays. Elle sera protégée par un service de sécurité privé en raison des menaces qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux. Elle a quitté son pays et sa famille à raison des abus. Mme Ferland, la ministre canadienne des Affaires étrangères, a annoncé que le Canada a choisi d'accueillir la jeune Saoudienne de 17 ans, non seulement parce que les Nations unies ont jugé que sa vie était menacée, mais parce que le Canada est un pays ouvert, soulignant notre responsabilité de défendre les droits de la personne. Les affaires français ont troqué les ballons dans les cours de récréation pour un nouveau jeu, le jeu des gilets jaunes. En effet, plusieurs jeunes du primaire décident de se diviser en 2 groupes, soit les policiers et les casseurs ou gilets jaunes. On se rappellera que lors des derniers mois, les samedis de manifestation se sont poursuivis pour ce groupe qui milite sans relâche dans le but de faire entendre leurs nombreuses revendications. Samedi 12 janvier 2019, 9e semaine de manifestation pour les Gilets jaunes. Un estimé de 87 000 militants et de 80 000 membres des autorités françaises répandus un peu partout dans le pays. Le président Macron a eu beau faire un appel à la population, mais en vain. Les manifestations se sont poursuivies pour un 10e samedi consécutif et ne semblent pas près de s'arrêter. Une série diffusée sur Netflix a fait scandale en montrant des images de la tragédie de lac Mégantic qui a fait 47 morts dans la nuit du 6 juillet 2013. Ces images ont été utilisées pour des œuvres de fiction. La ministre Nathalie Roy a demandé au directeur général de Netflix de supprimer les séquences vidéo. Son cabinet a exigé que soient retirées les images troublantes de l'accident. Nathalie Roy ajoute qu'aucune considération ne devront tolérer l'utilisation de tragédies humaines pour divertir les spectateurs. Ce n'est pas la première fois que la compagnie utilise des images de la tragédie dans ses productions. Après la pause, le volet culturel et sportif de la CSRS et Madame Lefort de la Société d'Alzheimer de l'Estrie répond aux questions de Nadège Boivin.
en 2011, 36% des victimes d'infractions sexuelles rapportées à la police sont des adultes, alors qu'au Canada, en 2007, c'est 42% des infractions sexuelles qui ont été commises envers des adultes de 18 ans et plus. On estime que moins de 10% des agressions sexuelles vécues par des adultes seront rapportées et enregistrées par les services de police. Montrant que les données policières ne représentent que la pointe de l'iceberg de toutes ces agressions sexuelles commises. Word to the wise, word to the wise. Never trust the girls advice, never trust the girls advice. They all lies, all lies. She think you handsome, but in reality she on. Chaque jour, des actes de violence conjugale sont posés contre des femmes et des enfants. Une femme sur 3 avoue avoir été victime de violences conjugales. Et une femme meurt à tous les 3 jours due à ces violences. Demandez de l'aide. Trouvez de l'aide. Ne restez pas dans l'ombre. Ne laissez pas les agresseurs se dérouler sur vous. N'hésitez pas avant d'en parler. Des vies violées, des destins volés. La Société Alzheimer de l'Estrie accueillera le colloque Alzheimer le 29 janvier prochain. Cette grande conférence nous en apprendra davantage sur cette maladie et comment y faire face. Nadège Boivin s'entretient avec Émilie Lefort, conseillère aux communications à la Société Alzheimer de l'Estrie. Bonjour Madame Lefort et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseillère aux communications chez la Société Alzheimer de l'Estrie. Le 29 janvier prochain aura lieu le colloque Alzheimer 2019. Cette conférence s'adresse aux professionnels de la santé et les informe sur la maladie de l'Alzheimer. Mais qu'est-ce que ça peut leur apporter de plus? Ce que ça peut leur apporter, dans le fond, c'est des outils concrets qui vont les aider dans leur travail au quotidien. On vise vraiment à leur donner des éléments pratiques. Les conférenciers sont vraiment axés sur le côté pratique dans leur travail. On a aussi quand même un conférencier qui va aborder plus des aspects scientifiques et qui vont vraiment comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une personne atteinte de la maladie. OK. Et cette maladie peut parfois être très complexe. Est-ce que c'est la première fois que la Société Alzheimer de l'Estrie organise cette grande conférence? Non, en fait, c'est la 2e année qu'on organise ce colloque-là. La première année, on avait eu plus de 150 personnes. Les gens ont vraiment apprécié le colloque. C'est ce qu'ils nous ont dit lors du sondage réalisé après l'événement. Donc, on a décidé de faire une 2e édition. Puis, encore une fois, cette année, on a plus de 150 personnes inscrites. Et on a parlé du colloque, mais mis à part cet événement, est-ce que vous organisez d'autres activités? On organise beaucoup d'activités, soit des activités pour les proches aidants et des activités pour les personnes atteintes de la maladie. On a des services ici, des rencontres individuelles et des groupes de soutien pour les proches aidants. On offre aussi le centre d'activité de ressourcement Le Colibri. Les personnes atteintes de la maladie peuvent venir une journée par semaine réaliser des activités cognitives, des activités plus d'activités physiques et des activités créatives. On organise aussi tout au long de l'année des conférences qui sont ouvertes au grand public. Eh bien, merci. C'était Madame Lefort. Je vous rappelle qu'elle est conseillère aux communications chez la Société Alzheimer de l'Estrie. Le 25 janvier dernier a eu lieu le Talent Show de l'école secondaire Michel Montcalm, un événement où tous les élèves de l'école ont pu montrer leur talent. Le spectacle s'est déroulé sur la scène Bernard Bonneau au pavillon Montcalm. Alison Rindeau-Lahaye, Gaëlle Lacrocoté et Joshua Poulain nous rapportent l'événement. Récemment, il y a 3 jours, a eu lieu le spectacle de Talent Show de l'école Michel Montcalm. En général, des spectacles musicaux et de magie. Déjà depuis novembre que les élèves se préparent à montrer leur talent. Le spectacle s'est déroulé sur la scène Bernard Bonneau à cette même école. Quand même. Puis c'est comment que tu es venu de créer ce spectacle-là?
En fait, ça a été une demande des élèves. Tu sais, nous, à Montcalm, on est une école de musique, hein? Et puis, il y avait des élèves qui disaient, hey, ça serait le fun de faire un spectacle et on pourrait ramasser des sous. Ce qui fait que les jeunes ont trouvé ça vraiment hyper intéressant. Alors, on a continué le projet à chaque année. Donc, à chaque année, il y a des auditions. Les élèves sont choisis. On prend toujours les meilleurs. C'est depuis combien de temps le spectacle qui existe? Depuis combien de temps le spectacle existe? Ça, je te dirais, écoute, d'après moi, là, 18 ans. Ah oui? Oui, ça fait aussi longtemps que ça. Il y a des auditions, mais c'est comment que ça marche exactement pour rentrer dans un spectacle? En fait, la manière que ça fonctionne, c'est simple parce que moi, je fais des inscriptions pour les auditions. Alors, qui veut s'inscrire, s'inscrit. Et puis, donc, ils s'inscrivent à peu près, je te dirais, à la mi-octobre. Mais moi, dès la première journée d'école, dès la rentrée scolaire, mes affiches sont déjà posées. Fait que là, les jeunes, ah oui, c'est vrai, c'est le talent show. Et puis, ils s'inscrivent. Ça leur donne un autre mois pour se pratiquer, déterminer quelles chansons qu'ils vont présenter. Les bands, eux autres, c'est quel groupe rock ou peu importe. Ouais. Et à ce moment-là, nous, à la planif dans le fond, c'est la planif de novembre, à toutes les... Ici Alicienne Rien-Dolaye, Gaëlle Lacroix-Côté et Joshua Poulain en salle des nouvelles. Beaucoup d'amateurs de sport montréalais adoreraient voir une équipe de la NBA dans leur propre ville. Cédric Olivier Mendez et Étienne Dion se penchent sur cette demande. Le sport à Montréal a toujours joué un rôle important dans l'histoire de la ville. Montréal est bien connu pour être la résidence des Canadiens de Montréal de la Ligue nationale de hockey et l'équipe sportive professionnelle montréalaise avec la plus longue existence dans l'une des ligues majeures de sport professionnel du Canada et des États-Unis. Depuis 4 ans, le basket ne cesse de prendre de l'ampleur partout en province. Aujourd'hui, un trio d'hommes d'affaires souhaite amener la NBA à Montréal. Avoir une équipe de la NBA à Montréal est-il un projet réalisable? Une équipe de basketball à Montréal causerait du tort aux Canadiens parce qu'ils devraient se séparer le Centre Bell. Par contre, la clientèle ne serait pas un problème car beaucoup de personnes ont réagi positivement au fait d'avoir une équipe. Le directeur de la NBA a annoncé qu'il n'était pas prêt de subir une expansion pour le moment. Il faut savoir que tenir une équipe de basket à Montréal viendra avec certains coûts, approximativement 2 milliards de dollars. De 2015 à aujourd'hui, le trio d'hommes d'affaires Michel Leblanc, Kevin Gilmore et Michael Fortier se battent pour avoir une équipe à Montréal. Reste à voir pour les années futures si Montréal aura les prérequis nécessaires pour accueillir une équipe de basketball. C'était Étienne Dion, Cédric Olivier Mendez en direct de la salle des nouvelles. 2019 déjà bien entamé, Juliane Bilodeau et Cassandra Dubé-Ruel de la salle de nouvelles ont voulu connaître les résolutions des élèves de l'école secondaire de La Montée, Pavillon. En fait, là, je savais pas skier. La montagne était tellement belle, il y avait feu de neige. En plus, il n'y avait personne. J'étais chanceuse, j'avais la montagne à moi tout seul, on aurait dit. Coudon, tu m'écoutes-tu? Excuse, j'ai pas eu beaucoup d'heures de série cette nuit, je devrais dormir plus. Ça devrait être ta résolution pour 2019, ça. Pas fou. Puis toi, c'est quoi ta résolution? Je sais pas, je pense que j'aimerais ça faire. Plus de sport. Suite à l'arrivée du Nouvel An, nous avons demandé aux élèves de l'école secondaire de La Montée quelles sont leurs résolutions pour 2019. Dans le fond, nous, on voulait savoir c'était quoi tes résolutions pour 2019. Mes résolutions 2019, me rendre en secondaire 5 pour commencer, pas refaire mon secondaire 4, puis passer une belle année. Avoir des bonnes notes et faire que Robert soit plus fier de moi. Dans le fond, c'est être admise au cégep de Sherbrooke, puis dans le fond, réussir à être entouré des gens que j'aime. C'est pas mal ça. Prendre du poids. Parfait. En ce moment, manger ce raisin. Moi, ma résolution pour l'année 2019, c'est de trouver une résolution pour l'année 2020. Avoir des gros bras. Okay. Ben, ça va être surtout de faire plus d'activité physique, là, de me remettre en forme, puis c'est pas mal ça. La résolution, c'est étudier plus. Ben, passer mon anglais, ça serait bien nice. Ben, c'est juste travailler plus fort. On a des meilleures notes en maths parce que je suis vraiment pas très bon. C'est pas mal ça. Dunker. Pour conclure, nous espérons que tous les élèves atteindront leurs objectifs pour 2019. C'était Juliane Bilodeau et Cassandra Dubé-Ruel en direct de la salle des nouvelles. C'est tout pour notre premier bulletin de la salle de nouvelles de l'année 2019. À la réalisation, Pierre-Anthony Fortier et Rebecca Dufresne. Vos lecteurs, Jessica Rochefort et moi-même, Zachary Bauduc-Giguère. Le bulletin de nouvelles est une exclusivité de l'École secondaire de La Montée. Merci pour votre écoute et ne manquez pas nos prochaines éditions.